Donc, bienvenue à tous. Vous avez été nombreux à nous poser des questions là-dessus, à être demandeurs d'informations complémentaires. Ça fait partie de notre métier d'intégrateur avec nos partenaires, en particulier Sedge aujourd'hui, de vous donner un maximum d'informations sur ces sujets qu'on va aborder aujourd'hui. La VOP, la norme ISO 20022, la signature dématérialisée, signature mobile. Et donc, je reprends là, tout simplement l'agenda de ce qu'on vous propose pour cette séquence. Et puis, bien évidemment, on essaiera d'illustrer tout ça et comment ça est transfiguré dans XRT Solutions aujourd'hui. Une petite note pour finir sur la manière dont on peut vous accompagner, nous, en qualité d'intégrateur, pour traiter ces différents sujets. Aujourd'hui, pour répondre à toutes vos questions et vous donner un maximum d'informations, on est très bien entouré. Interviendront à différents moments de cette présentation Nasser Chahi, que certains d'entre vous connaissent très certainement, qui est ingénieur avant-vente Sedge XRT Solutions et qui est notre expert sur la solution aujourd'hui. José Texera, directeur associé chez Informance. Merci de ta présence, José. Frédéric Lallemand, qui est responsable d'études interbancaires chez Crédit Agricole Payment Services. Bonjour et merci Frédéric. Et puis moi-même qui va faire cette petite introduction, qui va essayer de prendre vos questions et qui va assurer le bon déroulé du meeting. Avant de passer la parole aux experts, juste, alors, beaucoup d'entre vous nous connaissent, mais il y a certains petits nouveaux dans l'Assemblée. Donc, pour rappeler qui nous sommes, Finopsys, nous sommes intégrateurs de solutions de gestion, une société à taille humaine, une quarantaine de collaborateurs, implantés à Aix-en-Provence et à Toulouse pour servir nos plus de 400 clients aujourd'hui, qui sont des ETI, des entreprises de taille intermédiaire sur des périmètres domestiques, c'est pas internationaux, là je parle de la Trésor. On opère sur différents sujets métiers et celui qui nous amène aujourd'hui, bien évidemment, et c'est notre métier historique et c'est le métier sur lequel nous avons le plus de clients, c'est la trésor et la finance de manière générale. Voilà, on opère également sur d'autres métiers, compta, paye, RH, relations clients, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et on se fera plaisir d'en discuter avec vous si vous avez des besoins qui vont dans ce sens-là. Donc voilà, aujourd'hui, en tant qu'intégrateur, on fait le lien en fait entre les éditeurs de solutions du marché et les clients finaux. On a la casquette de revendeur, d'intégration avec des services de consulting, et puis on assure également la hotline, tout le maintien en conditions opérationnelles et le service qui est lié à la bonne exploitation des solutions. On s'appuie sur un réseau de partenaires qui est assez large, avec comme partenaire principal aujourd'hui Sedge, et en particulier sur la gestion de trésorerie. La multiplicité de ces partenariats, ça nous permet également de rester indépendants et puis de servir au mieux nos clients. Je reviens sur l'agenda et avant de passer la parole, voilà, le premier point, ce sera sur la VOP. On va commencer par ce sujet-là avec un petit rappel du calendrier, rappel du contexte et puis ensuite on pourra répondre à vos questions et je vous propose d'utiliser le chat pour ça. Et je laisse la parole à Frédéric. Merci Maxime. Donc effectivement, nous avons préparé une petite diapositive pour préciser quel est le calendrier de ce règlement virement instantané, IPR pour les connaisseurs, qui est donc un règlement européen qui est entré en vigueur au mois de mars 2024 et qui comporte 5-6 étapes majeures. Donc vous l'avez probablement entendu dans les médias, depuis le 9 janvier de l'année 2025, les prestataires de services de paiement de la zone euro ont l'obligation de savoir recevoir des virements instantanés et donc de les créditer instantanément sur le compte du bénéficiaire qui est leur client en l'occurrence. Il y a également une autre étape, une autre mesure qui a été largement commentée, qui est l'alignement tarifaire du virement instantané sur le virement SEPA, le virement classique que vous connaissez depuis plusieurs années. Et puis, je dirais, dans un registre un peu moins grand public, les modalités d'application des obligations de filtrage et de lutte contre, de gestion des sanctions financières et donc de gestion du gel des avoirs ont été modifiées. Donc jusqu'à présent, les banques devaient procéder à l'analyse de chacune des opérations au moment de leur exécution. Et donc cet aspect a été modifié pour fluidifier le traitement des opérations.
Et on a basculé à une formule qui s'appelle criblage, c'est-à-dire que régulièrement, plusieurs fois par jour, et au moment de la mise à jour des listes, on contrôle, on crible l'ensemble de la base de données clientèle pour vérifier qu'aucun d'eux n'est soumis à ces mesures de sanctions. Alors, une étape au mois d'avril qui est réservée aux aficionados, aux spécialistes, les modalités d'accès au système de paiement ont été allégées pour faciliter l'entrée d'acteurs, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique. Ça intéresse peut-être un peu moins les entreprises. Alors, une grande étape dont vous avez entendu parler également dans les médias, depuis le 9 octobre 2025, pour le coup, tous les prestataires de services de paiement, les banques, ont l'obligation d'offrir le service d'émission de virement instantané à leurs clients. Et donc, on peut maintenant recevoir des fonds, mais aussi envoyer des fonds avec ce moyen de paiement européen. Petite précision sur laquelle on reviendra dans les diapositives suivantes. Donc, cette obligation, elle s'étend à tous les canaux. C'est-à-dire que tous les moyens que votre banque, votre prestataire de services de paiement vous proposez, pour émettre des virements, donc portail bancaire, application mobile, solution de télétransmission de fichiers, EDI, on appelle ça, doivent également permettre d'émettre des virements instantanés. Alors, le délai d'exécution a été ramené à 10 secondes. Donc, entre le moment où vous confirmez votre intention de réaliser le virement, vous donnez l'autorisation d'exécution et le moment où vous avez la confirmation que le paiement a bien été crédité sur le compte du bénéficiaire, maximum 10 secondes. Et puis, il y a également une autre mesure dont on a un peu moins entendu parler, qui est plus complexe à gérer, qui est la faculté qui a été donnée au donneur d'ordre de gérer lui-même son plafond de montant de virement SEPA, qui peut être quotidien notamment, et par contre. Ça, c'est une mesure qui est destinée à faciliter l'utilisation du virement instantané, notamment en alternative au paiement par carte lorsque les montants sont très élevés. Et puis, alors ça concerne aussi les entreprises, ça veut dire que les entreprises doivent pouvoir elles-mêmes gérer leur plafond. Et puis, dernier point de cette échéance du 9 octobre, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, donc c'est le déploiement du service de vérification du bénéficiaire sur les virements SEPA, qu'ils soient classiques ou instantanés, et que maintenant, désormais, tous les acteurs, tous les prestataires de services de paiement de la zone euro, j'insiste, doivent proposer à leurs clients donneurs d'ordre et par tous les canaux. Voilà, il y aura d'autres étapes à venir. Donc, nous vous avons listé le 9 avril avec des mesures qui concernent plutôt les banques, qui sont du reporting réglementaire, et puis un nouvel élargissement des possibilités aux établissements de paiement. Mais j'ajouterai, parce que ça peut vous intéresser en tant qu'entreprise, une échéance au mois de juillet 2027, où l'exigence de VOP va s'étendre, et puis c'est valable aussi pour les virements en euros, virements classiques en euros instantanés, va s'étendre aux pays de l'espace économique européen qui ne sont pas dans la zone euro, alors par exemple le Danemark, la Suède, etc. Voilà. Alors, quelques informations pour préciser le périmètre de la vérification du bénéficiaire. Alors, quand on note VOP, c'est l'acronyme anglais Verification of Payee. Donc, la VOP, elle doit être proposée, nous l'avons évoqué rapidement, par tous les prestataires de services de paiement, les banques de la zone euro, à leurs clients donneurs d'ordre, qui initie donc une opération, un ordre de virement SEPA, qu'il soit classique ou instantané. Ça concerne tous les virements SEPA, entre comptes de paiement, j'insiste, par tous les canaux, je l'ai évoqué, et donc pour les entreprises, ça veut dire notamment par les portails des entreprises et par les protocoles d'échange de fichiers, par exemple EBIX ou les services de SWIFT. Il est important d'avoir en tête que certains virements ne sont aujourd'hui
pas concernés par cette disposition. Donc, les virements de gros montants, les virements de trésorerie qui sont échangés via les systèmes de gros montants, peut-être que Target ou T2 vous parlera. Et ce que nous venons d'évoquer est également valable pour les virements en devises hors Union européenne. Donc, si vous faites un virement en dollars ou un dollar américain ou en dollars australiens ou dans une autre devise, mais hors Union européenne. Donc, ces virements-là, aujourd'hui, ne sont pas soumis à la VEP, notamment parce que l'Union européenne n'a pas la capacité d'engager les autres pays et les autres prestataires de services de paiement, les autres banques dans les autres pays, à fournir les informations. Donc, ça reste pour l'instant hors champ. Une précision qui est pour nous une épine dans le pied et des clients entreprises et des prestataires de services de paiement, c'est l'obligation faite par le règlement de soumettre systématiquement les opérations unitaires, y compris lorsqu'elles sont remises sous forme de fichiers à la VOP. Alors, on peut rapidement dire que les représentants des trésoriers d'entreprise, FTE en particulier, en France, et puis son homologue au niveau européen, et les prestataires de services de paiement, les banques, insistent auprès du régulateur européen pour aligner le traitement fait aux fichiers unitaires, aux fichiers monotransaction sur les autres fichiers. Et en particulier, donc j'en viens à la puce suivante, il est tout à fait possible si l'entreprise décide de ne pas bénéficier du service, il est tout à fait possible pour l'entreprise de choisir donc d'y renoncer, et dans notre jargon, ça s'appelle l'opt-out. Donc, le service doit être systématiquement proposé par défaut, mais l'entreprise peut décider, sauf le cas particulier des fichiers monotransaction, d'y renoncer. Voilà. Nous avons une diapositive après pour détailler les modalités du service. Retenez simplement qu'aujourd'hui, la règle et le standard, c'est qu'on va comparer le nom ou la raison sociale, ou à la rigueur, donc raison sociale ou j'ai perdu le mot, mais c'est la marque, le nom commercial, voilà. On va comparer cette information nom associée à l'IBAN à celle qui est enregistrée dans les fichiers de la banque du bénéficiaire. Et donc, cette banque du bénéficiaire ou son prestataire, si elle délègue la réalisation de la vérification, vont répondre vont indiquer si la correspondance est bonne ou non. Donc, c'est détaillé un peu plus bas. C'est ce fameux couple non-IBAN qui est vérifié. Dans le futur, il est prévu, c'est un peu de travail parce qu'il faut que chacun des acteurs enrichisse ses fichiers et fiabilise ses données, mais il est également prévu de réaliser ou de proposer la réalisation de cette vérification sur la base d'un couple identifiant de personnes morales. On parle uniquement des entreprises ou en tout cas des clients qui ne sont pas personnes physiques, donc identifiant de personnes morales et IBAN. Alors ça peut être le SIREN en France, le LII, LEI, le numéro de TVA intracommunautaire. C'est un sujet qui fait l'objet de discussions pour justement offrir le meilleur service et gérer le plus de lisibilité pour les clients. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que cette vérification, le résultat de cette vérification est restitué au donneur d'ordre, et c'est le donneur d'ordre qui, en dernier ressort, décide ou non d'exécuter l'opération, y compris si on lui répond qu'il n'y a pas correspondance. Mais la conséquence, c'est qu'il endosse le risque. C'est-à-dire que malgré, je suis donneur d'ordre, je fais un virement. Si on me répond qu'il n'y a pas correspondance entre le nom que j'ai communiqué et celui qui a été enregistré par le prestataire de service de paiement du bénéficiaire, j'endosse mon risque et je ne pourrai pas me plaindre si je décide de valider l'instruction. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la question qui est posée, à la requête de vérification, on peut recevoir 4 réponses. Donc, ça correspond parfaitement, ça correspond presque. Par exemple, quelqu'un qui a voulu me faire un virement
s'est trompé dans l'orthographe, il a mis ENT au lieu de AND. On va lui répondre, ça correspond à peu près. Et dans ce seul cas de figure, on lui restituera l'information qui a été enregistrée par la banque du bénéficiaire. Vous vouliez dire l'allemand AND? Ça ne correspond pas du tout. Alors, exemple, vous avez saisi Frédéric Dupont, ça ne correspond pas. Et puis, dans quelques cas, il est possible que la vérification ne soit pas possible pour des raisons techniques ou tout simplement peut-être parce que la référence du compte qui a été saisi correspond à un compte qui a été fermé, un compte épargne. Et donc, dans ces cas-là, par exemple, la vérification n'est pas possible et on vous retournera cette réponse. Je crois, Frédéric, tu en parleras un petit peu plus tard, mais tu as quelques déjà retours d'expérience sur justement les résultats, match, no match, all mode match. Donc, effectivement, il me semble qu'on a une diapo, mais schématiquement, on a une 60% de cas de match, donc c'est plutôt bien. C'est en croissance régulière depuis le lancement de la solution sur la place. Je vous donne des chiffres qui sont sur la place. Il y a, je vous le dis de mémoire, il y a une quinzaine de pourcents, enfin peut-être un peu plus, une vingtaine de pourcents de almost match, donc des correspondances imparfaites. Relativement peu de vérifications impossibles, on est dans les 5%, et donc le reste qui doit faire de mémoire 15-20%, un petit peu moins, 15% de non-correspondance. Mais je vérifierai ça. Non, je voulais pas vendre la mèche, mais voilà, je sais que tu avais des chiffres, ou en tout cas un premier retour à nous communiquer là-dessus, parce que c'est intéressant d'avoir un peu de visibilité justement sur potentiellement le travail à fournir. Absolument. Alors, on a inclus cette diapositive simplement pour vous donner un éclairage sur la façon dont les requêtes sont traitées dans la plupart des cas. Donc, ce que je vous propose de retenir pour aller vite, c'est que en tant que donneur d'ordre, vous allez communiquer à votre banque au moment de la saisie de votre instruction dans le portail, dans l'application ou dans votre fichier EDI, vous allez communiquer des informations sur le bénéficiaire, le nom, l'IBAN. Ces informations, elles vont être récupérées par votre banque et elles vont être poussées vers... alors, elles doivent, si vous voulez, aboutir chez la banque du bénéficiaire ou son prestataire. Et le chemin pour aller jusqu'à la banque du bénéficiaire ou son prestataire utilise, sur la place française, un prestataire des banques qui s'appelle cepamel.eu. Et donc, dans le jargon, on qualifie de Routing and Verification Mechanism. Donc, c'est l'acteur qui récupère les requêtes et qui va déterminer à qui les envoyer. Et cet acteur prend en charge la réalisation de la comparaison pour le compte de un certain nombre, pas toutes, mais disons la plupart des grandes banques françaises. Donc, il va comparer les informations qui lui ont été communiquées par la banque qui tient le compte et celles que vous avez reçues. Et c'est lui donc qui fait tourner l'algorithme de comparaison et qui va produire la réponse qu'on a, enfin l'une des 4 réponses qu'on a vues tout à l'heure. Et éventuellement, s'il s'agit d'un almost match, va inclure dans la réponse le nom du titulaire du compte. Et donc, dans les autres pays, ce n'est pas forcément exclusivement géographique. Il peut y avoir plusieurs Routing and Verification Mechanism équivalents à cepamel dans les autres pays. Il est également possible, c'est ce qui est prévu de base, c'est la solution minimale, que chacune des banques traite elle-même directement les requêtes qui lui sont envoyées. Ce n'est pas le cas le plus courant parce que c'est un service sur lequel il y a un engagement fort de disponibilité et de temps de réponse. Disons que la cible, c'est que la réponse doit être communiquée au donneur d'ordre en moins d'1 seconde. Et donc, la plupart des banques ont considéré que, vu la criticité et le niveau de performance attendu, il était plus simple de déléguer cette prestation à un spécialiste. Je prends la main pour ce slide. Donc, vous avez compris qu'il y a bien 2 scénarios, opt-in, opt-out, et on reviendra sur l'opt-in notamment, puisqu'à l'intérieur de l'opt-in, vous avez 2 autres scénarios, et Frédéric va les détailler.
Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que donc il n'y a pas une seule approche, il y en a deux, hein, opt-in, opt-out, et que le choix revient clairement aux entreprises, en accord avec sa banque, puisqu'il y a un aspect contractuel important. Donc le premier scénario qui est l'opt-in, eh bien c'est l'entreprise qui décide volontairement de soumettre ses fichiers à la VOP, et ça passe techniquement par des évolutions, nouveaux formats qui sont proposés par la banque. Et lorsque la banque va réaliser la vérification sur l'ensemble des virements, eh bien, les paiements conformes vont continuer le chemin et les autres, l'entreprise va recevoir un fichier de reporting de type PEN 02, enfin pour les aspects techniques, qui va permettre de savoir ce qui a été accepté ou non. Alors, c'est un peu plus détaillé que ça parce que selon le scénario dans l'opt-in, c'est-à-dire qu'on verra à la volée ou à la demande, vous avez des éléments un peu différents, mais globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Et le deuxième scénario qui est l'opt-out, donc l'absence de VOP, on reste dans le fonctionnement historique. Donc l'entreprise choisit de ne pas activer la VOP. Alors sur les fichiers existants, hein, que ce soit d'XML ou du CFONB, et ils vont continuer d'être effectués sans contrôle VOP par la banque. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'évolution de nouveaux formats, mais c'est l'entreprise qui choisit, donc qui prend la responsabilité de ne pas soumettre au contrôle ces fichiers. Donc ce qui est important et ce qui est à retenir comme message clé, c'est que le choix opt-in, opt-out va être contractuellement encadré avec vos banques. Voilà, c'est très important donc que tout ça soit bien compris clairement par les entreprises, le contexte. Et une fois que c'est compris, donc vous allez cadrer ça avec vos banques, que ce soit opt-in ou opt-out. Voilà. Donc ça. Ce qui est important, c'est ça met en œuvre, ça augmente la sécurité des paiements, ça va mettre en œuvre aussi d'autres impacts, hein, donc d'obligations qu'on verra un peu plus tard, mais c'est ce qu'il faut retenir, c'est le choix est à l'entreprise. Vous allez définir selon la criticité du flux si vous allez soumettre à la VOP ou pas, mais tout ça doit être cadré avec votre banque et ça fait l'objet d'un contrat. Voilà. Donc, mais on va rentrer dans le détail avec Frédéric, justement, sur les scénarios opt-in. Donc, ce que je n'ai pas encore dit, et je vous prie de m'en excuser, donc la VOP, la vérification du bénéficiaire, est un service qui est prévu par le règlement et qui doit être proposé gratuitement à tous les donneurs d'ordre, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Donc, c'est gratuit. À quoi ça sert? Effectivement, on n'a peut-être pas assez insisté. La volonté du régulateur, c'est d'abord de proposer un cadre sécurisant pour faciliter le développement, l'essor du virement instantané. Parce qu'on a tous un petit pincement au cœur quand on fait un virement et qu'on appuie sur exécuter. Et en particulier, lorsque c'est un virement instantané, en 10 secondes, les fonds sont crédités sur le compte du bénéficiaire. On se pose toujours la question, est-ce que j'ai bien saisi mon IBAN? Et est-ce que l'argent, si c'est à votre, à votre femme de ménage ou à votre prof de musique, vous le connaissez, à la limite, ça va bien. Mais si c'est pour acheter un bien de valeur importante, on a tous un petit pincement au cœur au moment de valider le virement, surtout si on n'a pas récupéré l'équipement et que c'est de la vente à distance. Et donc, la VOP, elle a vraiment cet objectif, alors pour les entreprises également, de sécuriser, de développer la confiance dans le moyen de paiement virement instantané. Et c'était ça l'intention du régulateur. La VOP, elle permet, au-delà de la lutte contre la fraude, elle permet de se rassurer et de se prémunir contre des erreurs de saisie, même si votre banque vérifiait déjà que l'IBAN était correctement formaté, puisque vous savez qu'il y a des systèmes de clés qui permettent de vérifier que tout est cohérent. Donc, confiance, lutte contre la fraude, éviter les erreurs de saisie. Alors,
Pour en venir à notre sujet sur les échanges, enfin les virements des entreprises et les fichiers, les flux de masse en EDI, la volonté du groupe de travail que la place française a mis sur pied pour traiter du sujet de la standardisation de la relation entreprise-banque pour ce qui concerne la VOP et qui incluait un représentant des trésoriers d'entreprise, ça a été de faire bénéficier dans les meilleures conditions les entreprises de ce nouveau service qui est gratuit dans l'esprit du régulateur et en essayant d'en tirer le meilleur. Alors, je précise que le régulateur, il a quand même construit son service plutôt dans l'optique de la relation, enfin disons, pour l'adresser plutôt à un particulier ou peut-être à un professionnel qu'à une grande entreprise. Donc, il y a un certain nombre d'aménagements qui, au cours de l'élaboration du texte, ont permis d'aligner un peu les pratiques des entreprises avec le texte, ou plutôt d'aligner le texte sur les pratiques des entreprises, notamment l'opt-out dont je vais vous parler. Mais il n'en reste pas moins que on a dû faire une belle gymnastique pour essayer justement d'avoir une solution qui corresponde le mieux possible aux pratiques et aux usages pour les entreprises. Donc, on a pensé à deux solutions qui ne s'excluent pas, mais qui sont chacune positionnées de façon très complémentaire. La première, c'était de dire une entreprise, elle appréciera certainement un filet de sécurité ultime et donc la réalisation du contrôle à la toute dernière étape avant l'exécution du virement. Et ça, c'est la première idée qu'on a eue. La deuxième, c'est faciliter l'utilisation du service, enfin bénéficier du service en minimisant les impacts sur l'organisation de l'entreprise et ses outils. Donc, on a appelé ça VOP à la volée, et ce service consiste clairement à réaliser, l'entreprise continue de télétransmettre son fichier comme elle en a l'habitude. Elle a spécifié à sa banque qu'elle souhaitait bénéficier du service. Donc, on fait ça typiquement si vous utilisez EBIX en choisissant, j'espère que ce jargon ne vous sera pas hermétique, en choisissant un file format qui dit je veux voilà, c'est un virement, c'est pas, et je veux la VOP. Et donc, votre banque va récupérer votre fichier signé, elle va l'envoyer vers la VOP et derrière, elle traitera tout ce qui a été convenu contractuellement avec son client, avec vous. Et par exemple, vous pouvez dire, je veux ne traiter que les matchs, les réponses match. Peut-être que certaines banques vous proposeront d'aller un peu plus loin et partageront ou accepteront de gérer le risque avec vous, de traiter des close match, voire peut-être pour certaines d'entre elles, si vous êtes un client de confiance, des no match, avec l'idée de vous restituer de l'information mais sans bloquer vos paiements. Donc ça, c'est la première option. Dans ce cas de figure, comme dans les autres d'ailleurs, et José le disait tout de suite, nous avons l'obligation, mais c'est aussi du bon sens, de vous restituer l'ensemble des informations, des résultats des VOP qui ont été réalisés sur les virements que vous nous avez transmis. Voilà. On peut peut-être passer à la diapo suivante avec le schéma pour récapituler et puis passer à la suite. Donc, vous remettez votre fichier de virement, comme d'habitude, signé. Il passe à la VOP, c'est le petit engrenage rouge. Je vois qu'il manque la banque à droite, mais ce n'est pas grave. Donc, dans le cadre de la VOP, on interroge la banque des bénéficiaires, on récupère les résultats, et ces résultats, on vous les met à disposition. Et on va traiter, c'est ce qu'on disait tout de suite, tous les virements dont le résultat de la VOP correspond à ce qui a été contractualisé. Il peut y avoir, ça c'est important de l'avoir en tête, si malgré tout, dans vos bénéficiaires, il y a une no-correspondance, typiquement un no-match, il aura été conclu
dans le cas général, que cette transaction ne serait pas exécutée, et donc il peut y avoir un rejet. Ce rejet vous sera signifié dans le cadre du reporting qui vous est transmis habituellement. Ça peut être un Payment Status Report classique ou un relevé de compte ou un relevé d'opération. Charge à vous de traiter et les retours de VOP, donc le VOP Status Report, les résultats de la VOP et éventuellement les rejets s'il y en a. Il est bien évident, et j'insiste lourdement, que cette solution est d'autant plus pertinente et confortable que le taux d'opérations rejetées sera très faible. Sinon, il y aurait un gros travail de traitement des rejets, voire de réémission des paiements, ce qui irait probablement à l'encontre de la productivité et de la qualité. Et puis, il faut aussi l'avoir à l'esprit. L'existence d'un rejet peut vous conduire à ne pas respecter l'échéance de paiement qui avait été convenue avec le bénéficiaire. Bon, pour moi, cette solution, elle s'adresse clairement à une entreprise qui a déjà bien travaillé sur la fiabilisation de ses bénéficiaires au moyen d'autres outils qui vous sont proposés par des acteurs du marché. Pour le coup, ce sont des offres commerciales et elles constituent vraiment une sécurité appréciable. En cas, on ne sait jamais, quelque chose peut avoir échappé ou voir une modification du fichier dans le système d'information. Donc c'est vraiment une sécurité ultime, mais elle nécessite, comme on l'évoquait, un travail préparatoire, une fiabilisation régulière des bénéficiaires. Voilà pour la VOP à la volée. On a un deuxième scénario qui est peut-être plus adapté à des entreprises de taille plus petite qui sont moins outillés avec des systèmes d'information moins complexes, peut-être aussi moins sécurisés. C'est la VOP à la demande. Donc là, on est dans une cinématique complètement différente. On va décorréler l'étape de vérification et l'étape d'exécution. Donc les banques qui ont choisi de proposer ce service, qui sont peut-être un peu moins nombreuses pour l'instant, vous mettent à disposition, y compris via EDI, un service qui va être atteint lui aussi avec un file format dédié, qui va vérifier votre fichier. Vous retournez les résultats sous le même format que celui qu'on a vu précédemment, un fichier de type PAIN2, VOP Status Report. Et vous allez prendre le temps d'exploiter les résultats, le cas échéant de modifier la remise. Et une fois que vous êtes au clair sur les transactions que vous souhaitez exécuter, celles que vous avez éventuellement modifiées, vous finalisez votre remise, vous la signez, vous la télétransmettez pour exécution. Et là, pour le coup, elle est exécutée sans nouvelle vérification et selon les modalités que vous connaissez actuellement, que vous connaissiez jusqu'à début octobre. L'avantage, c'est que pour le coup, quand vous remettez vos instructions signées, vous savez qu'elles vont être exécutées bonne date de valeur pour les bénéficiaires. Par contre, c'est une étape supplémentaire et donc c'est un peu plus engageant. Alors, le deuxième avantage, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié ça, normalement, il n'y a pas de rejet lié à la VOP. Donc, pas de travail de reprise à ce niveau-là, mais on évoquait cette étape supplémentaire, elle peut être assez contraignante pour l'entreprise, surtout qu'on vous demande aujourd'hui de nous envoyer un fichier qui est quasiment un fichier de paiement finalisé, donc ça peut être problématique compte tenu des solutions actuellement disponibles sur le marché. Donc il y a un seul test, Frédéric, si je comprends bien. Et ensuite, la responsabilité, c'est le client qui la prend, c'est le payeur qui la prend. Alors, dans l'esprit, il n'y a qu'un seul test. Après, si votre banque vous propose et la VOP à la demande et la VOP à la volée, vous pouvez enchaîner les deux. Bon, c'est un peu luxueux, mais c'est gratuit. Et tout à fait, à partir du moment où vous validez par une signature électronique l'exécution de vos paiements, vous portez la responsabilité, le cas échéant, d'une non-cohérence et donc d'une fraude qui aurait pu être détectée grâce à la VOP. Je ne vais pas recommander ce schéma parce que je suis déjà un peu bavard, donc on en a parlé. Si vous avez des questions, on pourrait y revenir. Donc, rapidement, un petit point de la situation. Je pense qu'il est toujours intéressant de partager l'état du marché. Donc, je pense que la quasi-totalité des banques du marché français ont proposé, sinon le 9 octobre,
au plus tard, dans les jours immédiatement suivants, la VOP sur leurs outils de banque en ligne ouverts au grand public, portail, application. Pour ce qui est des services aux entreprises, il faut reconnaître, et j'en suis un peu responsable, que nous avons beaucoup travaillé sur la standardisation. Ça a pris du temps et nos standards, ils ont été prêts très tardivement. Donc, il y a quelques rares banques qui ont réussi à développer et à mettre en marché leurs solutions. Mais la plupart d'entre elles, sur le marché français, ne seront prêtes qu'au cours du premier trimestre de l'année 2026. Donc, ne soyez pas étonnés si certaines de vos banques ne vous proposent pas encore le service via l'EDI. Elles ont besoin de temps pour finir de développer et de mettre en marché ces solutions. Voilà, il y aura peut-être quelques retardataires qui arriveront plus tard, mais voilà. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la VOP à la volée, vous l'avez vu, c'est un concept très séduisant en tant que tel, fait l'unanimité chez la plupart des banques qui le développent, enfin qui l'ont développé ou qui vont le développer. Après, donc on a quelques acteurs qui sont convaincus, peut-être aussi parce qu'ils ont une clientèle un peu différente, un peu plus petite, que la VOP à la demande peut soit constituer une première étape dans une progression, soit correspond à un service qui répondra aux attentes de leur clientèle. Donc la VOP à la demande sera probablement un peu moins répandue sur le marché français. Ce que je peux également vous dire en 2 mots, donc sur les autres marchés européens, vous travaillez peut-être avec des banques dans d'autres pays d'Europe. On a le cas de l'Allemagne, par exemple, qui a beaucoup misé sur la signature disjointe, ce qui leur permet d'être vraiment dans l'esprit du règlement, remettre, tester, renvoyer le résultat et ensuite valider, et tout ça dans un circuit complètement verrouillé. Et puis, on a quelques confrères, je pense notamment à une banque très présente sur le Benelux qui a choisi de développer la VOP à la demande. La solution qui probablement restera la plus répandue, au moins à court terme, c'est l'opt-out, parce que les entreprises ont besoin de comprendre effectivement quel va être le bénéfice, quelles sont les adaptations, les ajustements dans leurs organisations et leurs outils avant de sauter le pas et d'adopter la solution. Merci Frédéric. Donc, avant de parler un peu des impacts, le bénéfice, je vais le rappeler, hein, c'est vraiment d'avoir ce dernier filet de contrôle. Et ça permet, parce qu'en général, on nettoie les bases, je vais revenir sur le référentiel, où on met des mécanismes de contrôle IBAN avec des applications tierces au niveau de l'ERP pour fiabiliser la base maître, mais de temps en temps, on le remet dans le parcours parce qu'on se dit s'il y a une fraude durant le parcours entre l'ERP et le poste de communication, et donc là, ça permet de mettre ce filet. Bon, moi j'ai un petit faible pour la VOP à la demande, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc globalement, ce qui est important, c'est d'avoir ce mécanisme de sécurité complémentaire pour réduire au maximum les fraudes. Alors, je n'utiliserai pas le mot à zéro, hein, parce que ça n'existe pas, mais globalement, réduire au maximum le risque de fraude ou d'erreur. Donc, sur les impacts, il faut bien comprendre, c'est la qualité du référentiel bénéficiaire qui est important. Donc, ça veut dire que la VOP oblige à travailler sur la cohérence, revérifier les anciens noms et faire attention. Je ne sais pas si vous avez vu à titre personnel, mais si vous aviez sur votre banque en ligne ma fille ou mon fils et vous avez dû recevoir une alerte, ça ne correspond pas au nom, donc ça vous oblige à mettre vraiment les bonnes dénominations, que ce soit le nom ou dénomination commerciale. Donc, ça permet de corriger des erreurs qui traînent depuis longtemps, des noms qui traînaient là. Donc, ça vous oblige à travailler sur le référentiel. Ça, c'est le plus important. Le deuxième apport,
impact ou apport, je vais plutôt parler d'apport, c'est l'enrichissement du référentiel. Frédéric en a parlé. La VOP aujourd'hui, c'est le nom, effectivement, ou la dénomination commerciale, mais il y a des éléments complémentaires, LEI, TVA, Sirène, ce qui permet d'enrichir ce référentiel. Et d'ailleurs, ça va renforcer la traçabilité, les facilités de contrôle. Et puis, quelque part, on n'est déjà plus dans la VOP, ça va au-delà du domaine des paiements, puisque il y a d'autres projets, on parlera de migration ISO, de facture, de tout ce que vous voulez, mais le fait d'enrichir avec des données qui seront nécessaires en dehors du monde du paiement, eh bien, c'est un avantage pour moi. Voilà. Donc, le troisième point, c'est l'interfaçage avec les outils. Les données, les données vont véhiculer ERP, Trésor, communication bancaire. Donc, il faut s'assurer que ça véhicule correctement. Il faut s'assurer de récupérer notamment le reporting et de l'exploiter correctement. Alors, il y aura des étapes avec les outils, mais en tout cas, il faut savoir les transmettre, il faut savoir gérer les évolutions de ce format, de ces domaines. Donc là, c'est important. Et évaluer l'impact ici, on en a parlé, donc la correction du référentiel, la mise à jour des formats. Qui, de toute façon, aujourd'hui, il y a le projet de migration ISO, donc il faut globaliser ce projet. Donc ça, en gardant en mémoire que ce qu'il faut garder, c'est sécurisation et automatisation. Il n'est pas question de mettre de nouvelles procédures manuelles au cours ou de recréer des traitements manuels. Et en fait, encore une fois, le message qu'il faut donner, c'est la VOP fonctionnera d'autant mieux que si le référentiel est vivant, c'est-à-dire que le référentiel doit évoluer, contrôler régulièrement et une mise à jour régulière des données pour éviter un taux de rejet trop important. Et puis, comment dire, ça oblige à réfléchir quelque part aussi dans les procédures internes de traitement de ces informations. Ça ne veut pas dire maintenant, parce que tous les outils ne sont pas disponibles, mais en tout cas, ça doit permettre de revoir ces processus internes et d'imaginer les processus internes. Donc, sans dévoiler un peu le traitement, mais globalement, pourquoi j'aime bien la VOP à la demande, c'est parce que c'est des process que l'on connaît déjà dans l'entreprise. En gros, si vous avez déjà mis en place dans une entreprise un contrôle IBAN en amont le RP, mais durant le parcours, parce que la plupart des éditeurs de trésorerie ont des accords avec ce type de société, eh bien, ça veut dire que c'est un traitement que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que globalement, j'ai déjà soumis, par exemple, à un acteur un fichier pour voir s'il y a des rejets ou pas, ou des choses à évoluer. Je reçois le donné et c'est à ce moment-là que j'exécute les paiements. Et ça évite aussi, ça permet d'avoir avant une complète comptabilisation, parce que le problème des rejets, c'est si vous avez déjà comptabilisé les paiements, ça revient en no match, vous avez un écart avec le RP, il faut annuler, c'est pas simple. Donc le pouvoir avoir déjà des mécanismes qui existent déjà au sein de l'entreprise, ça ressemble un peu au moment de la signature, si vous refusez des ordres, il faut leur renvoyer à la compta. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien aussi ce mécanisme à la demande, ça permet on s'appuie sur des process qu'on connaît un peu. José, il y a une question dans le chat. Je pense qu'on y a déjà un petit peu répondu tout à l'heure par l'intermédiaire de Frédéric. Est-ce qu'il est possible de faire tester son référentiel de bénéficiaire avant de se lancer? Alors, je laisserai Frédéric. Le service de la banque AOP, ce n'est pas un service de test de votre ERP, globalement. Alors, il y a des outils type SysID, Trustspare qui font ça. Maintenant, si vous faites du VOP à la demande, quelque part, vous testez un peu vos bénéficiaires. Alors, le but, ce n'est pas d'avoir 80% de rejet, on est d'accord. C'est d'avoir contrôlé en amont. Oui, il existe des mécanismes, mais on ne demande pas à la banque de tester son ERP, son bénéficiaire. Enfin, tu peux confirmer, Frédéric, normalement.
Alors, je ne pense pas que c'était adressé pour que la banque teste le Ouais. référentiel, mais est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui Ah permettent oui, de le oui, faire? il y en a, oui, absolument. Bah, de toute façon, tu pourras en parler parce que je crois que vous avez vous travaillez déjà avec ce type Bien sûr, de fournisseurs. Ouais, bien sûr. absolument. Alors, euh, là, c'est important, je parle du process. C'est-à-dire que faut être assez clair, c'est que, comme l'a dit Frédéric, c'est que c'est un projet plutôt 2026. Il y a très peu d'entreprises qui ont démarré, on verra avec les pourcentages, mais il y a très peu d'entreprises qui ont démarré parce qu'elles ne sont pas prêtes, parce que certainement qu'elles sont en cours de traitement, et aussi parce que vos outils, compte tenu que les spécifications sont arrivées assez tard, bien, le temps que les éditeurs puissent proposer enfin, c'est-à-dire des évolutions. Là, ça, on reviendra dessus, mais et ça va s'échelonner. Donc, on va parler des processus internes. Parce que, en fait, vous avez compris, là, vous aviez l'habitude, je transfère, soit il y a un problème avec la banque, soit enfin, un problème technique. Je peux avoir des rejets, hein, mais là, vous avez un nouveau process. Les matchs, nos matchs. Donc, il va falloir les traiter en retour. Donc, le minimum syndical, c'est effectivement avoir l'information, l'éditer, envoyer l'information au comptable, au trésorier pour qu'ils prennent des décisions. Et puis, il y a ces évolutions qui est le retraitement de ces erreurs. Qu'est-ce que je fais avec ces erreurs? Est-ce que je vais avoir une tâche de traitement, c'est-à-dire je veux retraiter ces paiements, c'est-à-dire remonter jusqu'à l'ERP, régénérer les paiements. Est-ce que je les soumets, réémission des paiements? Il faut que je trace tout ça et que tout ça soit automatisé, sécurisé. Donc ces processus internes, c'est là où il y a une réflexion à avoir. Euh, et donc, il faut bien comprendre les règles opt-in, opt-out. Il faut comprendre aussi les différents scénarios possibles et avoir un traitement, une interprétation homogène des retours. Et bien sûr, travailler étroitement avec sa banque, hein, puisque tout ça est cadré contractuellement. Donc, il faut avoir des référentiels fiables, une chaîne de paiement qui va être plus sécurisée, une réduction du risque, hein, parce que, évidemment, le but, c'est de réduire le risque et de pouvoir avoir ces mécanismes de retraitement des erreurs. J'en ai parlé tout à l'heure, mais il faut réfléchir à comment je fais quand c'est comptabilisé, comment je renvoie l'information, comment je retraite, comment je resoumets les paiements qui ont été rejetés. Tout ça, ce sont des process à imaginer. Et ça ne veut pas dire de tout faire d'un coup, hein. Le minimum syndical, c'est je reçois et j'édite et je vérifie. Mais en tout cas, imaginer une évolution, de faire évoluer son système d'information pour être le plus sûr possible. Euh, voilà, tout ça, c'est important. Donc, ce qui est important pour les entreprises, c'est évidemment de bien comprendre tout ce qu'il y a derrière et de bien comprendre les règles, ce qu'a expliqué Frédéric et que vos banques vous expliqueront, hein, au niveau des contrats. Alors, ça, c'est très important. On a bien compris qu'on a trois possibilités, en fait, opt-out, à la volée et à la demande. Donc l'idée là, c'est d'avoir cette approche hybride. Il y a eu une question tout à l'heure, et pour moi c'est une bonne approche, c'est de dire comment je vais traiter ça? Est-ce que je peux, selon la criticité des flux, selon le type de flux, selon un certain nombre de règles qui sont propres à l'entreprise aussi, hein, c'est-à-dire les montants, le seuil, des règles métiers, eh bien je peux choisir de faire de l'opt-out sur des flux dont j'ai une certitude. C'est sûr que, par exemple, vous êtes une petite entreprise et vous avez, prenons Finopsys, donc 40 collaborateurs, vous vous connaissez tous. Donc, globalement, ces fichiers paye, est-ce que je suis obligé de les soumettre à la VOP parce que j'ai un doute sur le référentiel? Non, non, globalement, vous connaissez. Alors, c'est un exemple, hein, parce que si vous êtes une grande entreprise, vous avez beaucoup de prestataires, ça peut être autre chose, mais ça va dépendre du cadre dans l'entreprise. Et après, suivant le type de flux, on parlait des paiements urgents unitaires, à la volée, c'est très bien aussi, ça permet dans le doute, voilà. Donc, et on demand selon un autre type de flux de masse d'autres référentiels bénéficiaires. Ça peut changer selon l'entreprise, mais ce qui est important, c'est d'avoir cette vue hybride et de se dire, et si la banque
donc il faut travailler avec les banques, hein. Donc c'est de se dire, ben voilà, pour ce type de flux, je ferai de l'opt-out, et pour l'autre, je ferai comme ça. Si la banque le permet, évidemment, hein, parce que, comme le disait Frédéric, certaines banques ne vous proposeront que à la volée, d'autres proposeront les deux. Et donc, si vous avez le choix, bah, c'est d'avoir cette approche un peu hybride et de définir d'abord la criticité des flux, là où il y a le plus de risques et là où on a besoin d'un filet supplémentaire de contrôle. Ok. José, si je comprends bien, ça veut dire quoi? Il faut d'abord échanger avec ses partenaires pour connaître les possibilités offertes et ensuite, au vu de la typologie des flux qu'on traite et de sa stratégie en matière de sécurité, de déployer le dispositif, hybride ou non. Oui, oui, oui. Moi, déjà, c'est de définir la criticité de ces flux et au niveau interne, métier, là où il y a plus de risques ou pas, où on est plus sûr ou pas. Une fois qu'on a ça, c'est de vérifier avec effectivement ses partenaires jusqu'où on peut aller. Et quand je parle de partenaires, il n'y a pas seulement que la banque, hein, donc évidemment. Et Frédéric, une question aussi. Aujourd'hui, les partenaires bancaires, ils sont prêts à étudier ces choses-là et est-ce qu'ils ont prévu des protocoles ou de la ressource pour pouvoir étudier le sujet de manière assez précise quand on est dans des schémas hybrides avec leurs clients entreprises? Bon, clairement, on sait qu'on va avoir énormément de clients à accompagner. C'est une des raisons pour lesquelles la montée en charge est un peu laborieuse. Mais José l'a expliqué d'une façon, je trouve, très claire à plusieurs reprises. Lorsqu'il va s'agir de discuter des modalités contractuelles, ne serait-ce que pour les banques qui proposent la VOP à la volée, savoir si on va traiter les close match ou pas, etc., il va bien falloir procéder à cette identification des flux, des risques associés pour décider ensemble si on resserre un peu la vis ou au contraire si on est un peu plus permissif. Donc voilà. Bon, après, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment un sujet qui implique et l'entreprise évidemment et son éditeur de logiciels avec les partenaires qu'il peut y avoir autour. José faisait référence tout à l'heure à des acteurs qui ont des offres commerciales de fiabilisation des données des contreparties, voire de lutte contre la fraude. Donc ces acteurs, ils peuvent aussi avoir un rôle très complémentaire. Et puis effectivement des banques. Je dirais qu'il y a plusieurs façons d'aborder la question. Soit on veut vraiment tirer le maximum de cette évolution, de cette nouveauté, mais ça nécessite effectivement un travail assez important d'analyse et puis d'identification d'ailleurs des différentes offres qu'il y a sur le marché. Soit on se contente, je dirais, d'avoir une approche un peu minimaliste, et dans ce cas-là, on peut avoir évidemment un projet un peu plus léger. Mais j'allais dire, et je vais enfoncer une porte ouverte, le bénéfice sera probablement à la hauteur de l'engagement de l'entreprise dans le sujet. Si on ne veut pas y passer beaucoup de temps, probablement que le bénéfice sera assez limité, voire même peut-être, on évoquait tout de suite le traitement des rejets, peut-être même qu'il y aura des désagréments qui n'auront pas été anticipés. Alors on va passer vite parce que tout le monde a compris que j'étais un grand bavard et que j'aimais bien mon sujet, et puis Nasser attend probablement également. Ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est la montée en charge. Vous avez vu, enfin le graphique d'en haut à gauche, on démarre en octobre avec des volumes plus faibles, ça croît progressivement. Montée en charge qui est liée au fait que les banques ont progressivement basculé les canaux. Montée en charge qui est aussi liée au fait que on a commencé collectivement par se préoccuper en priorité des flux unitaires, généralement des personnes physiques, des professionnels, et que les flux de masse remis par les entreprises via EDI vont basculer progressivement ensuite. Et avec cette montée en charge, ce qui est important, c'est de savoir que, vu l'exigence de performance et de disponibilité du service, l'ensemble des acteurs, les banques, le Routing and Verification Mechanism français, CEPAMEL, ont choisi d'assurer le coût, si je peux me permettre l'expression un peu triviale,
et donc justement d'organiser une montée en charge progressive pour éviter soit d'être confronté à disons des dysfonctionnements liés à l'incapacité de traiter la charge, soit éventuellement liés à des blocages qui pourraient intervenir. Voilà, donc une montée en charge progressive, et on va en parler juste après, c'est assez symptomatique et significatif dans notre sujet. Et puis après, on a parlé du camembert tout à l'heure. Donc, une majorité de matchs sur les flux qui ont été testés jusqu'à présent, taux qui croît, un certain nombre de almost match et de no match, hein, malheureusement quand même une vingtaine de pourcents de no match, et finalement, et c'est rassurant, relativement peu de vérifications impossibles qui sont en partie liées à des difficultés d'interfaçage avec les acteurs européens, puisque toutes les API ne se causent pas forcément de façon aussi fluide. Mais bon, voilà. Sur la diapo suivante, donc on a déjà dit beaucoup de choses, je vais passer très très vite. Je voulais simplement relever le point qui est relatif à la limitation. Donc, j'ai en tête un des acteurs bancaires qui a respecté son calendrier pour les entreprises et qui a démarré dès le mois d'octobre. Compte tenu des éléments qu'on évoquait tout à l'heure, donc pour maximiser la disponibilité, le bon fonctionnement et gérer les questions de charge, de débit, de flux, cet acteur a décidé, mais il n'est pas le seul à avoir choisi cette approche, c'est un accord collectif sur la place française, de limiter la taille de ces fichiers, des fichiers des entreprises qui sont soumis à la VOP, pour être en capacité de s'engager sur un niveau de service acceptable, donc un délai de réponse acceptable pour les entreprises. Parce que si on a une seconde pour répondre à une requête, on n'est pas en situation, évidemment, de répondre en une seconde sur un fichier qui comporterait plusieurs milliers ou dizaines de milliers de transactions. Et puis, bon, pour ce qui est des entreprises, on l'a évoqué, on comprend bien que c'est quelque chose de nouveau, qui a beaucoup d'implications, José l'a très bien expliqué, sur votre fonctionnement, et qui nécessite une analyse au préalable, et déjà gérer une collecte d'informations pour connaître la situation, la maturité de votre éditeur et de vos différents partenaires bancaires. On a fait le tour de la VOP. Bon, ça a peut-être levé beaucoup de questions. Il y en a encore quelques-unes, peut-être qu'on prendra un moment en fin de séquence, mais comme le temps tourne, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner sur le deuxième sujet qui est la norme ISO 20022. Et donc, sans plus tarder, on bascule. Alors, je vais essayer d'être très rapide et en même temps clair. Donc, les acteurs gouvernementaux dans le monde collaborent pour créer un cadre favorisant l'efficacité des échanges internationaux et des paiements internationaux. Le but, c'est toujours de fluidifier les échanges et donc de développer l'économie. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire les délais de crédit des bénéficiaires. Vous vous souvenez, moi, quand j'ai commencé à travailler dans la banque, on parlait de virement SWIFT et c'était fréquemment, il fallait attendre 5 jours pour que le bénéficiaire reçoive les fonds. Donc, il y a une question de délai, il y a une question de coût. Je me souviens également que déjà, c'était très difficile de savoir combien allait coûter un virement, combien le bénéficiaire allait finalement recevoir, et quasiment impossible de le prédire. Donc, coût, délai. Et puis, je me souviens aussi de cette époque où le commerce, la vente à distance commençait. Donc, depuis le début des années 2000, on sait si ce qu'on a acheté a été expédié ou non et où en est le colis. Eh bien, les virements bancaires, jusqu'à récemment, on ne savait toujours pas si le bénéficiaire avait reçu, si la banque l'avait envoyé, etc. Donc, les acteurs gouvernementaux ont mis un certain nombre d'attentes vis-à-vis des banques pour améliorer tout ça, et ça se concrétise, j'en viens à mon sujet, ça se concrétise notamment par l'évolution des standards de messages qui sont échangés, les messages de paiement qui sont échangés entre banques. Et donc, les banques ont maintenant adopté pour leurs échanges sur les paiements internationaux, et depuis déjà 2 ans sur les virements de gros montants, Target 2, Euro 1, ont adopté
les formats que vous connaissez, vous, entreprise, depuis 10 bonnes grosses années sur le CEPA, et qui sont donc des formats XML, qui sont définis par une norme qui s'appelle ISO 20022. Donc maintenant, et ça c'est effectif depuis un petit mois, là, 3 semaines, et des poussières, depuis le 22 novembre, toutes les banques dans le monde qui veulent échanger des paiements internationaux, sans parler de tout le reste qui avait déjà basculé auparavant, se sont mis, ont adopté les messages ISO 2022. Alors pourquoi on vous en parle? Parce que les entreprises vont potentiellement être impactées parce qu'avec cette évolution de format, on va aussi être confronté à une augmentation des exigences sur la qualité des informations qui sont transmises par les entreprises. Ça va aussi vous bénéficier normalement dans vos relevés. Alors, il y a un sujet qui retient plus particulièrement notre attention et dont vous avez peut-être entendu parler auparavant, c'est le sujet des adresses postales. Donc, lorsque vous émettez un paiement à l'étranger, alors en dehors de la zone de l'espace économique européen où les exigences sont plus limitées, mais vous êtes tenu de communiquer un certain nombre d'informations relativement aux donneurs d'ordre, vous, informations qu'on va transmettre aux différentes banques qui vont participer au traitement, et notamment également à la banque du bénéficiaire, et puis également des informations relatives aux bénéficiaires. Et parmi ces infos, il y a évidemment le nom ou la raison sociale, on n'y revient pas, mais il y a aussi des informations qui permettent de préciser, alors ça peut être dans certains cas un numéro de passeport, une date de naissance pour un particulier, mais également, plus fréquemment, une adresse postale. Et ces éléments sont indispensables pour satisfaire à des exigences, notamment les régimes de sanctions, les embargos, et dans une moindre mesure également pour lutter contre la criminalité financière, donc blanchiment, voire contre le terrorisme. Donc, s'il y a 2 Frédéric Lallemand en France, peut-être que un des moyens de discriminer ces 2 Frédéric Lallemand, c'est de regarder où est-ce qu'il habite. Et puis, vous connaissez la bonne blague de faire la différence entre rue de Téhéran à Paris, puisque vous savez que l'Iran est sous embargo américain, et rue de Paris à Téhéran, je ne sais pas s'il existe. Voilà. Donc, quand on voit Téhéran, ça peut clignoter, mais il y a des cas où ça clignote sans objet. Et l'objectif, c'est d'améliorer la performance du filtrage, comme on l'a évoqué tout de suite. Et donc, concrètement, et pour conclure, je dirais, sur cette introduction, là où aujourd'hui, vous utilisiez peut-être encore des formats CFONB, je pense au CFONB 320 caractères pour réaliser vos paiements internationaux, ce format-là n'est plus adapté aux nouvelles exigences, et donc on va vous inciter vivement à adopter, avant l'échéance de 2026, idéalement, les nouveaux formats grâce auxquels vous allez pouvoir transmettre des informations plus structurées et donc qui seront mieux exploitées avec l'objectif pour vous de pouvoir réaliser des paiements plus rapidement, de façon plus fluide, avec moins de ruptures, moins d'attentes, éventuellement moins d'interaction s'il faut vous demander des précisions pour comprendre des informations pour interpréter les informations sur les bénéficiaires. Voilà, retenez que là où aujourd'hui vous pouviez communiquer l'adresse de votre contrepartie de façon ce qu'on appelle non structurée, c'est-à-dire tout mettre dans un bloc, demain, on va d'abord vous demander de distinguer le code pays du reste de l'adresse et le nom de la ville. Ça, ce sont 2 informations qu'il va falloir extraire de l'adresse de la vôtre ou de celle de votre bénéficiaire pour les transmettre dans des champs dédiés. Et à l'avenir, il est possible, on n'a pas de calendrier aujourd'hui, alors il est techniquement possible, mais il est possible qu'on vous demande systématiquement d'aller plus loin dans la structuration des adresses et de sortir le numéro de la voie
pour le mettre dans un champ dédié, etc. Donc, pour l'instant, la première obligation, c'est à partir de novembre 2026, adopter des adresses au moins hybrides. Si vous voulez faire mieux, tant mieux. Donc, je vais faire vite aussi pour laisser la main à Nasser. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est novembre 2026. Alors, ce n'est pas qu'une échéance technique, hein, vous avez bien compris. Donc, il faut anticiper, c'est le mot. Abandonner les adresses non structurées dans certaines instructions de paiement parce que sinon, il y a un risque aussi de rejet, voire potentiellement de conversion qui pourrait être faite par les systèmes et, donc potentiellement du surcoût. Donc, quoi qu'il arrive, anticiper, il vaut mieux faire évoluer. Donc, donc il est recommandé d'anticiper cette migration. Là encore, on peut globaliser le projet, puisque pour pouvoir mettre des adresses structurées, il faut vérifier aussi ces données des bénéficiaires et tout, nom, adresse, ville, code postal, et donc dans un format structuré, comme on vient de le dire. Et comme on en a parlé un peu en amont de ce travail autour de la qualité du référentiel, ben, autant globaliser ce travail. Et donc, encore une fois, autant s'y préparer maintenant, vous avez jusqu'à novembre 2026. Donc, il y a la qualité des données. Il y a encore une fois, c'est la même chose, s'assurer que donc, de la transformation en XML, donc 160, 320 donc, à faire évoluer et donc vérifier que tous mes systèmes d'information puissent générer ou en tout cas faire véhiculer cette norme ISO 20022 et l'évolution de cette norme. Voilà. Donc, j'en reviens pas plus. Pareil, on contrôle, on fait les tests, interface de paiement, trésorerie, ERP. Donc, mais tout ça dans un esprit global. Oui, bah, c'est le troisième sujet avant de laisser la parole à Nasser, Ouais. en effet. Là aussi, c'est un sujet alors Ouais. on discute depuis de nombreuses années. Mm. On s'en faisait la réflexion il y a quelques jours encore, José. Et a priori, les choses se précisent enfin. Et c'est vrai que sur ce point-là, particulièrement, on a beaucoup de clients qui nous sollicitent parce que leurs dirigeants et signataires sont nomades, parce qu'ils ont besoin d'un peu plus de souplesse, de flexibilité dans le process de validation des paiements. Donc, cette signature dématérialisée, ce serait un gros plus dans ces cas d'usage. Oui, oui. Alors il y a eu plusieurs démarrages avortés de ce projet, mais là cette fois-ci on est plutôt au démarrage des lancements commerciaux, puisqu'on est en train de finaliser tous les tests. Donc le but, c'est de permettre une signature mobile, euh, alléger la logistique puisqu'il n'y a plus de dispositifs physiques, il n'y a plus non plus de pilotes, de drivers, de mise à jour de ces postes qui peuvent provoquer comment dire, pour ceux qui ont plusieurs signataires, des problèmes avec les mises à jour de système et autres. Donc, pour les DSI, c'est un soulagement, puisqu'il n'y aurait plus rien sur le poste. Voilà. Ça, c'est le but. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux standards. Il y a l'évolution pour ceux qui utilisent la 3SKey, cette clé Swift. Donc, l'évolution en digital, c'est la 3SKey digital. Et puis, vous avez une autre norme qui s'appelle le Cloud Consortium Signature, qui regroupe, c'est une norme internationale, qui regroupe plusieurs autorités de certification. Donc, en France, c'est CertEurope, Certinomis, voilà, il y en a d'autres. Et donc, il y a des différences entre les deux, mais ce sont les deux normes aussi que vous retrouvez dans ce qu'on appelle la PACS. Enfin, en tout cas, ces clés-là, vous allez les retrouver dans la liste. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça s'insère aussi. Alors, on est dans une projection à plus long terme. Pour ceux qui connaissent, vous avez il y a les directives des SP2, IDAS, de renforcement de la sécurité, et puis vous avez ce qu'on appelle les identités numériques. Et donc, et le projet européen EDI Wallet qui est en cours. Alors, les identités numériques, tout le monde l'utilise. Donc, c'est soit la Poste, soit France Connect avec nos impôts. Eh bien, il y a quelques jours, il y a la proposition de règlement sur ce qu'on appelle les business wallets qui vient d'être publiée. C'est l'identité numérique professionnelle cette fois-ci, et elle est avec un avantage pour les entreprises
pour les entreprises, notamment avec la relation avec les administrations, quand on travaille au niveau européen. Mais dans ce portefeuille, vous avez les pouvoirs, vous avez de la signature potentielle. Donc tout ça, c'est une harmonisation au niveau européen et ça s'inscrit dans ce projet-là. Il faut garder à mémoire qu'il y a une évolution vers le tout digital, donc, et cette évolution vers l'identité numérique professionnelle. Dans la mesure où j'ai dématérialisé l'ensemble de mes dispositifs aujourd'hui, enfin, quand vous signez, vos dispositifs, vos certificats, vos clés sont sur la puce cryptographique où vous mettez le token, en fait. Et donc, lorsque je dématérialise, eh bien, je vais m'authentifier, je dois être sûr de l'identité. Enfin, il y a tout un mécanisme qui fait que je dématérialise. Quant au planning bancaire, donc du lancement, donc on va plutôt profiter de la présence de Frédéric pour se retourner vers Frédéric sur le planning bancaire de lancement de ces offres. Alors, les banques sont associées d'une façon ou d'une autre à ces travaux au niveau du Comité français d'organisation de normalisation bancaire, de la Fédération nationale des tiers de confiance. Il y en a un certain nombre qui ont déjà réalisé les mises à niveau pour accepter les signatures réalisées au moyen de ces nouvelles solutions. Et les autres, je suis assez convaincu et confiant, vont suivre très probablement au cours du premier semestre de l'année 2026. Tout simplement parce que ça répond, enfin, l'observation qu'on fait, José et moi, et nous ne sommes pas seuls, c'est que ça répond à un réel besoin d'ergonomie, de fluidité. C'est aussi un enjeu pour maintenir le niveau de sécurité des échanges. Et surtout, les offres maintenant sont matures et les éditeurs commencent à le supporter également. Donc, premier semestre 2026, je pense que plus les clients, comme j'ai l'habitude de le dire, le réclameront, plus ça ira vite, puisque au niveau des banques, c'est quand même essentiellement du paramétrage. Voilà. Là, c'était un schéma pour montrer en fait l'enregistrement se fait en ligne. Vous aurez une app. Alors, je ne parle pas de l'app de l'éditeur, donc Nasser présentera, qui est le poste de signature, mais une app pour s'authentifier, que ce soit Swift ou les autres. Et donc, certains s'appuient sur l'identité numérique, d'autres sur un autre mécanisme. Mais c'est une app qui va vous permettre de vous authentifier d'une manière sûre dans le nuage, comme on dit, auprès de Swift ou de CertEurope ou de Certinomis, enfin, toutes ces autorités de certification, pour que l'image, enfin en tout cas ce qu'on appelle les credentials, c'est-à-dire tous les mécanismes qui vont vous permettre de signer, soient rapatriés sur le poste. Encore une fois, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a plus rien sur le poste. Voilà. Et ça ouvre évidemment la possibilité de faire du mobile. Donc, on va passer la main à Nasser, je pense, pour qu'il puisse présenter tout ça. Ouais. Ouais. Merci Nasser d'avoir patienté. Merci à Frédéric et à José pour toute cette clarification qui, je l'espère, a apporté davantage d'informations qu'avant ce webinaire. Et pour parler donc de manière concrète et pratique en illustrant sur la solution Sage XRT, les sujets qui ont été évoqués ici sont naturellement pris en considération, traités pour une partie d'entre eux et suivis de près suivant le positionnement qu'auront certaines institutions bancaires sur les choix qu'elles feront, puisqu'on voit qu'il y a quelque part des offres de services un peu à la carte dans ce contexte réglementaire, technologique et d'évolution, d'innovation comme la signature bancaire mobile. Alors sur le sujet de la VOP, qui est le sujet immédiat, dans cette XRT solution, vous avez ici une capture écran qui illustre effectivement cette traduction que José et Frédéric évoquaient à travers le PSR 02 VOP, où on voit ici cette retranscription retournée par la banque, où on voit les différents statuts que José et Frédéric ont évoqués, où on voit effectivement le close match, le no match, la vérification impossible. Il y a bien sûr aussi le statut correct qu'on ne voit pas ici, mais qui figure évidemment dans ce retour de la VOP. Et sur cette base-là, qu'on soit
on the fly ou qu'on soit on demand, ce retour évidemment sera illustré ici. Des fonctionnalités de recherche et d'extraction permettront à l'utilisateur de ressortir les informations. Là, c'est une capture d'écran, mais pour les clients qui souhaiteraient par la suite approfondir une démonstration plus en détail, on verra qu'on peut aller retourner de l'information en cliquant sur la loupe, en passant la souris sur le petit point d'information, par exemple. Sur le sujet ISO 20022, ici, il y a deux sujets. Effectivement, il y a les adresses structurées dont on a beaucoup parlé, avec un horizon à novembre 2026. Il y a un petit peu de temps, mais effectivement, le sens de l'alerte qu'on a entendu ici, c'est anticiper, soyez en prévention, certifiez vos bases en amont dans vos applications sources qui génèrent les paiements, les virements fournisseurs, etc. Et donc, plus ce travail est fait en amont, plus le risque de rejet est extrêmement limité à la fin. Toutefois, si on parle de Sage XRT Solutions, vous avez évoqué ici, je vois notamment un message d'Olivier Corveille qui parlait des solutions sur lesquelles baser les tests. Alors, c'est vrai, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, un Trustper ou un SysID, pour citer ces deux fournisseurs de vérification de coordonnées bancaires, ne vérifier qu'effectivement que le monde du professionnel. Donc, ne pouvez pas vérifier la raison sociale du simple particulier. Mais sachez aussi que SysID et Trustper sont aussi des acteurs qui sont utilisés par des banques pour faire ces vérifications, aussi bien pour le particulier que pour le professionnel. Donc, c'est ce même niveau de service qu'on peut accéder, nous, dans ce mécanisme, le fameux parcours antifraude de la solution Sage XRT Solutions, et qui va permettre donc de faire ce test, ce check-in. C'est une sorte de on-demand propre à la solution Sage XRT Solutions. Le prérequis, vous l'avez compris, c'est d'avoir déjà en place ou de souscrire un abonnement auprès d'un de ces deux acteurs que sont Trustper, SysID. Et sur toujours l'ISO 20022, Frédéric en a parlé en préambule au début, c'est le paiement instantané. Donc le paiement instantané, on va naturellement le gérer, enfin on le gère déjà, donc vous pouvez saisir du paiement instantané immédiat et transmis, exécuté dans la dizaine de secondes, comme ça a été dit par le canal IBIX. Il faut évidemment se rapprocher de sa banque pour ouvrir ce service-là. Et bien sûr, dans le cadre des structures, des adresses structurées, vous pouvez bien sûr saisir ces paiements qui reprendront de manière normée ces informations dans le XML attendu par la banque. Et nous traiterons évidemment les flux qui sont dans cette conformité issue des ERP, qui sont capables de générer ces structures, le PAN 009 ou voire le PAN 003 hybride, qui pendant un petit temps transitoire sera accepté. Eh bien, nous les passerons en signature, ils seront visualisés et transmis sans erreur jusqu'à la banque. Voilà pour le sujet. Je crois que j'ai adressé à peu près les différentes problématiques qui ont été développées. Et parlons un petit peu d'innovation. Ici, on n'est pas dans le réglementaire, mais plutôt de la valeur ajoutée dans une évolution très, très attendue par les entreprises, notamment à l'adresse de ce que moi j'appelle les grands signataires, c'est-à-dire ces signataires-là qu'on ne peut pas enfermer dans une pièce devant l'ordinateur pour signer parce qu'ils sont toujours dans le train, dans l'avion, en mobilité. Et eux, ils préfèrent effectivement que la signature soit idéalement accessible sur leur smartphone. Donc, c'est quasiment chose actée. On a parlé ici dans ce webinaire du premier semestre 2026. C'est effectivement dans ce calendrier-là que l'éditeur Sage s'inscrit avec sa solution Sage XRT. Et nous avons déjà validé avec Certinomis, avec son identité numérique, pour reprendre ce qu'a dit José un peu plus tôt, l'identité numérique qu'ils ont choisie, qui leur appartient en conséquence, qui est l'identité numérique que tout le monde connaît, que nous avons tous dans nos applications. Ne serait-ce que pour le côté coffre-fort, qui est très pratique, eh bien, cette identité numérique est avec une version qui va évoluer vers une version professionnelle, José en a parlé. C'est ce cas d'usage que je vous présenterai dans un instant. Bien sûr, nous sommes aussi en relation avec CertEurope, qui est l'autre autorité de certification,
Certinomy, Certorope, vous l'avez compris, ce sont les deux qui sont compatibles Cloud Signature Consortium, et le cas très particulier de Swift, qui navigue de son petit côté, dans son petit coin, avec sa propre technologie. Et donc, on parle ici de 3SKey. On connaît la clé 3SKey physique, on connaîtra la 3SKey digitale. Là aussi, la validation va bientôt démarrer. Mais pour l'ensemble de ces acteurs que je viens de citer, la validation et l'offre commerciale auprès de vos banques se feront sur ce premier trimestre 2026. Alors, si, avant de passer la vidéo, je parlais brièvement de ce workflow dans ce joli carré vert que vous voyez, dans un univers à Maxima, avec ce module antifraude pour faire de la vérification, de l'anticipation, parce que l'idée ici, c'est pas le jour où on paye les salaires et les fournisseurs qu'il faut s'inquiéter des retours, des retours VOP, mais plutôt anticiper ça. Donc, on l'a compris, certifier longtemps à l'avance sa base. Le jour J ou un jour avant ou la matinée ou la veille, pourquoi pas checker par le module antifraude si on a un abonnement à TrustPersis ID. Et puis, le jour J, eh bien, il n'y a plus qu'à signer. Signer de manière classique aujourd'hui avec la clé physique, 3SKey ou équivalente. Mais on avait déjà, nous, permis à des grands signataires, à défaut de faire de la signature bancaire avec la solution CEGXRT, de simuler quand même cette signature interne sur la partie mobile, sauf que cette information n'était pas restituée à la banque. On pouvait seulement paramétrer les pouvoirs bancaires dans cette partie interne, ce qui, hop, je remets la lumière, voilà, et la lumière fut. Donc, on remet ce mécanisme en paramétrant les pouvoirs bancaires et en permettant, avec un code PIN confidentiel, de faire cette simple double signature interne, suivie à la fin, très souvent, de la signature bancaire avec le token. Donc, ça, c'est un schéma. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on va enfin pouvoir, aussi bien sur la partie desktop ou laptop et mobile, faire cette signature bancaire. Et donc, je propose, Maxime, qu'on passe à la démonstration. Voilà. Donc, ici, on voit donc à travers la partie desktop de la solution CEGXRT Solutions, cette simulation avec Certinomy. Vous allez voir ces étapes que José a évoquées, à savoir d'abord l'authentification, la vérification du signataire auprès d'une identité numérique. Ici, c'est l'identité numérique de la Poste. Le signataire s'identifie ici avec son numéro de mobile. Alors évidemment, tous ces parcours-là, certainement dans le temps, vont évoluer en termes de simplicité, en termes d'approche, mais en tout cas, l'idée, c'est bien celle-là. Là, ici, ça renvoie effectivement, soit par l'application, soit sur le lien web sécurisé à l'identité numérique, qui fait le lien, vous voyez ici, avec Certinomy, qui envoie l'information en disant, voilà, j'ai le signataire, je l'ai bien identifié. Le signataire fait sa signature par la saisie du code PIN secret. On voit ici le certificat Certinomy qui apparaît et la signature a lieu. Donc là, je l'ai fait sur l'ordinateur, on va dire sur le poste du trésorier pour donner une petite image. Et on va ici enchaîner exactement de la même manière cette fois-ci, mais sur la partie mobile. Alors ici, avec une petite particularité, il n'y a pas d'application mobile, on est sur de la web app. Pourquoi ce choix? Eh bien, c'est simplement au vu des contraintes de plus en plus fortes des IT qui ne veulent plus avoir des applications, des composants installés sur le poste des signataires. Donc, cet usage de la web app a cet avantage de ne nécessiter aucune installation. Néanmoins, ça reste sécurisé, comme on voit ici. On est sur le smartphone, on bascule entre l'application identité numérique et l'application CEGXRT, la web app CEGXRT signature. Je fais exactement l'action qu'on a vue tout à l'heure sur la partie web. Là, je suis sur mon smartphone, que ce soit d'ailleurs iOS ou Android. Oui. Voilà ce qu'il fallait retenir de ces innovations, Maxime. Eh bien, merci Nasser. Merci, c'est très clair. Je vois que voilà, on a bien consommé le temps qu'on avait réservé pour vous parler de tous ces sujets-là. Mais il nous reste 3 minutes, donc on est pas mal. Non, juste, pour ma part, finir très rapidement, on a mobilisé des experts aujourd'hui sur les différents sujets qu'on a évoqués. On reste disponible, nous, Finopsis, pour faire le lien éventuellement avec ces experts et puis étudier au cas par cas votre situation et vos questions, puisque entre l'écosystème ERP, les versions XRT Solutions que vous pouvez utiliser,
les dispositifs proposés par vos banques, vos choix en termes de VOP ou de paiement. On est forcément dans un cas spécifique, donc ce qu'on vous propose, c'est plutôt de prendre contact et d'en discuter à tête reposée ensemble dans le cadre d'un rendez-vous individuel, et puis on sollicitera les bonnes ressources par la suite. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous, vos référents commerciaux chez Finopsis, pour qu'on puisse poursuivre la discussion et répondre à vos questions. Il n'y a pas eu tellement de questions dans le chat, donc c'est que ça a été clair, c'est très bien, mais voilà, on reste présent pour aller plus loin avec vous si c'est utile. Je vais terminer par vous remercier, messieurs, et je vais le faire dans l'ordre d'apparition. Frédéric, José et Nasser pour votre temps et pour vos apports. Il est 15h59, ce que je vous propose, c'est plutôt de nous arrêter là. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à prendre vos mails ou vos téléphones et on pourra en discuter ensemble. Merci messieurs, merci beaucoup. Merci à Clémentine aussi qui était en shadow et qui a enchaîné un petit peu la logistique derrière. On est disponible pour vous. Merci et bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci. Excellente journée à tous. Merci à tous les participants. Au revoir.